Nous allons avoir cette fois-ci la contre-thèse que tu vas développer, Marc. C'est loin, ça. Plutôt ça. Jean-Paul, tu vas être déçu. Parce que nous sommes dans un contexte de compétition mondiale, bien décrit par Patrick, et la baisse de la durée du travail dans ce contexte ne peut avoir que des effets économiques négatifs, sauf éventuellement sur le niveau du chômage. Et l'analyse que Patrick a développée devant nous chiffre très bien ces effets négatifs dans la conjoncture particulière du passé récent et du futur proche, avec effectivement l'incertitude des progrès techniques. Donc, moi je fais confiance aux analyses des économistes sérieux, comme Patrick Artus, parce que dans une situation de guerre économique, il faut écouter les arguments des militaires compétents. Alors, je sais bien que je joue d'une façon douteuse avec des métaphores. Guerre économique, c'est une expression que, par exemple, Dominique Méda utilise. Elle a une composante de métaphore qu'il faudrait analyser plus profondément. Mais c'est vrai que la compétition économique, c'est le message que Patrick a développé devant vous. La compétition est telle que si on décidait demain, si une nouvelle Martine Aubry disait on passe aux 32 heures, ça se passerait mal pour nous. La compétition nous sanctionnerait chômage, appauvrissement et l'industrialisation dont on rêve depuis 2 ou 3 ans nous échapperait. Alors, tu es déçu, mais je vais... Tu t'y attendais à cette déception, mais je vais essayer quand même de te consoler. Bon, on peut toujours espérer la fin de la compétition économique mondiale, mais ce n'est pas pour demain. 2-3 chiffres. 70% de la population chinoise est active. Pardon, 76% de la population chinoise est active. 70% des femmes. Et puis, et c'est un exemple que je prends en prévoyant ma conclusion, le gouvernement coréen récemment avait proposé un temps hebdomadaire maximum de travail de 69 heures, qui n'a pas été accepté. Mais quand même, c'est dans l'air, ça serait possible en Corée. Corée du Sud, bien sûr. Alors, la sagesse que je vais essayer de développer devant vous, c'est de viser la paix, tout en restant réaliste. Autrement dit, peut-on à terme limiter le temps de travail, limiter le combat, modérer la compétition, transformer la croissance en développement et travailler donc moins, ou plutôt réduire le négatif du travail. Au fond, peut-être que la question de demain, c'est peut-être pas de travailler moins, mais de travailler mieux. Donc peut-on se placer dans cette perspective de pacification mondiale ? Ce qui permettrait d'ailleurs de favoriser l'émergence d'un troisième secteur qu'on appelle économie sociale, économie solidaire, économie du care, formation. Et ce troisième secteur aurait l'avantage de réduire justement les tensions qui sont créées par la compétition mondiale. Alors, ma première nuance, mais je ne vais pas insister trop, ma première nuance, c'est que peut-être il faut distinguer selon la conjoncture. En gros, dans une conjoncture très favorable, une sorte de croissance avec un chômage modéré, avec un marché du travail qui n'est pas trop dual, on peut avoir à la fois la hausse de la productivité, la hausse de la croissance et même la baisse du temps de travail. Pourquoi ? Parce que, autrement dit, le beurre est l'argent du beurre. On continue à croître, on est dans la compétition et on a une baisse du temps de travail. Ce que Olivier Passé appelle, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, une situation de capitalisme paradoxal.
En revanche, quand on est en situation un peu comme celle que nous avons, qui vient d'être décrite, quand ça ne va pas trop bien, quand le marché du travail est dual, quand le chômage est structurellement important, c'est là justement où on voudrait baisser le temps de travail. C'est d'ailleurs pour ça que les 35 heures ont été introduites dans une situation qui était entre les deux d'ailleurs, les années 97-2002. Eh bien dans ce cas-là, c'est catastrophique. On retombe sur ce que vient de décrire Patrick. Donc vous voyez, pour moi le vrai paradoxe c'est que au fond, quand on peut réduire le temps de travail, ça ne sert pas à grand-chose parce que le chômage est faible. Quand en revanche, on aimerait bien le réduire, on ne peut pas le faire. Bon. Alors là, on est encore dans une situation encore plus contrainte, comme ça vient d'être expliqué. D'où la question qu'on peut se poser, est-ce qu'au lieu de raisonner en termes de temps de travail, peut-on changer le travail pour l'insérer, pour l'inscrire dans la transition écologique et digitale? Au fond, ce matin, et même tout à l'heure, c'était la question qu'on s'est posée. On a des transitions, et pas seulement la transition énergétique. Je me permets de signaler qu'il faut peut-être cesser de voir la transition énergétique d'un point de vue de cosmonaute, c'est-à-dire en comptabilisant le CO2 et l'équivalent CO2 des gaz à effet de serre. C'est aussi le sol qu'il faut protéger, et cette transition énergétique et écologique, elle est très complexe également, parce qu'en fait, ça revient à dire, après la fin du pétrole, ou en même temps qu'il y a la fin du pétrole, il y a la fin du béton. Et la fin du béton, c'est plus compliqué que la fin du pétrole. Mais je n'insiste pas trop là-dessus. C'était un peu un écho que je voulais faire à l'intervention de la représentante de Saint-Gobain. Mais après, en privé, elle a reconnu qu'effectivement, Saint-Gobain ne pense pas qu'au CO2, pense aussi à la biodiversité. Donc ces transitions sont en effet considérables, et ça doit avoir un impact sur le travail. Alors là, je vais parler en mots-clés pour gagner du temps. Ça implique des investissements à long terme pour une nouvelle industrialisation, d'où l'intérêt de garder de la profitabilité et, si possible, de nourrir non pas tant les actionnaires, mais de financer des investissements. Ça implique des nouveaux emplois qualifiés, d'où l'intérêt de réfléchir au système de formation. Et puis, ça implique aussi une intervention de l'État qui peut peut-être aider cette transformation. Je n'en dis pas plus parce que finalement, ça a été très bien évoqué dans la matinée et dans la journée. Une petite remarque, c'est que, c'est vraiment une remarque de méthode et je l'esquisse seulement. Ce qui est paradoxal dans la question du temps de travail, c'est qu'on se la pose alors que le temps de travail devient une variable de plus en plus difficile à manipuler parce que bon, la frontière entre travail et temps libre devient plus poreuse justement avec le numérique, avec le télétravail. Et la question du temps devrait finalement perdre un peu de son importance. On devrait réfléchir là aussi de manière un peu plus qualitative. Une anecdote à ce sujet, il se trouve qu'au moment des 35 heures, j'ai fait une intervention de consultant, de conseiller auprès du CNES, et j'ai observé que la question du temps se posait d'une manière tout à fait différente pour les cadres que pour les emplois intermédiaires. Les cadres, au fond, les cadres du CNES, mais c'est sans doute vrai pour beaucoup de cadres en France, appliquaient ce que Philippe Diribarne appelait la logique de l'honneur. Ils avaient une mission, quel que soit le temps que ça demandait, ils faisaient le travail que la mission exigeait. Alors que dans une vision, disons, anglo-saxonne, le contrat, c'est le contrat, on l'applique, et ceux qui ne l'appliquent pas se sentent un peu honteux. Ce n'est pas du tout le cas en France. Donc les cadres ont un rapport au temps de travail qui est tout à fait différent. Je n'ai pas le temps de développer. Mais donc les chiffres, il faut les utiliser macroéconomiquement, mais il faut en même temps réfléchir à leur donner une dimension qualitative. J'avais un cinquième point, mais il a été admirablement présenté ce matin sur les conditions de travail et la perception des qualités de travail. Au fond, je résume ce que j'ai cru comprendre et ce que j'avais moi-même préparé. Il y a dans la dégradation des conditions, enfin des sentiments des Français par rapport au travail, plusieurs choses. D'abord, il y a un biais français. Les Français ont souvent une position plus négative quand on pose des questions sur le travail, mais plus généralement sur les rapports entre le PIB, le bonheur, etc. Deuxième chose, il y a une part qui est peut-être liée au fait que le marché du travail se dualisant, le nombre de
de travailleurs qui ont des conditions précaires ou difficiles augmente, et donc c'est au fond les enquêtes reflètent ça. C'est pas une crise du travail, c'est la structure des travailleurs, enfin la structure des populations au travail qui change. Troisièmement, il y a quand même probablement une composante de crise du travail, de difficultés liées à l'intensification du travail et d'autres facteurs qui ont été évoqués, peut-être liés d'ailleurs aux 35 heures. On a compensé les 35 heures par... Alors je suis d'ailleurs étonné, c'est la seule... Mais ce n'est pas une réserve, c'est un étonnement, je ne doute pas des chiffres de Patrick. Moi je pensais que la productivité horaire, et d'ailleurs récemment... Jean-Claude Trichet prétendait que la productivité horaire des Français était au niveau de celle des États-Unis, mais on sait qu'il est toujours un peu optimiste, surtout depuis qu'il est à la retraite. Et là, j'ai cru comprendre qu'en fait, la productivité s'était affaiblie, et bon, j'ai appris quelque chose. Alors j'arrive maintenant, c'est peut-être là où je vais essayer de me faire pardonner, j'arrive à une dimension plus historique, plus sociologique, plus philosophique. Donc vous avez vu, je suis en accord avec tout ce que vient d'expliquer Patrick Artus. À moyen terme, il me semble quand même que la semaine de 4 jours de travail par semaine à 32 heures, pas à 35 heures, est possible. Elle me semble possible. Pourquoi? Alors, je vais avancer un chiffre. Dizaine d'années, pour prendre un risque, il faut en prendre quand même, une dizaine d'années. Alors, d'abord, il y avait des annonciations de ça, si je puis dire. Antoine Riboud, l'ancien patron de Danone, dès 1993, disait ceci: il faut passer à 32 heures sur 4 jours, 32 heures sur 4 jours, sans étape intermédiaire. Cela obligera toutes les entreprises à créer des emplois. Bon. C'était déjà envisagé par la loi du 11 juin 1996. C'est également un projet qui m'a beaucoup surpris, d'Edmond Alphandéry lorsqu'il était président d'EDF. Un néolibéral comme Edmond Alphandéry, qui venait de quitter le ministère des Finances, ou qui s'était fait virer du ministère des Finances, a eu comme consolation de présider EDF. Et il avait lancé un projet de 32 heures, que j'avais suivi de près, donc pour EDF, en 1997. Et ce projet séduisait, a failli s'installer, et notamment il séduisait les jeunes salariés d'EDF. Il a été oublié parce que les 35 heures sont arrivées. Je dis à cette occasion que Jean-Paul Paulin m'a sans doute invité parce que dans le cercle des économistes, j'étais peut-être le seul à être relativement favorable aux 35 heures, tout en critiquant la manière dont c'était annoncé, tout en critiquant encore plus la manière dont ça a été mis en place. Eh bien, Edmond Alphandéry voulait le faire, lui, pour EDF, mais finalement, le projet n'a pas abouti. Enfin, il faut citer aussi un autre nom, mais là, il est moins surprenant, c'est le nom de Pierre Larouturou, qui a été le chantre de cette évolution. Lui, il n'était pas content des 35 heures, il voulait les 32 heures. Devenu député européen, il persiste et il dit, il est même à l'origine d'un projet pilote de l'Union européenne en 2022 dans cette perspective. Donc il me semble que la semaine de 4 jours qui a été mise en place dans quelques centaines d'entreprises devrait apparaître comme un horizon à relativement court terme. Alors à long terme, la réduction du temps de travail, ça a été dit, c'est un mouvement historique puisque en un siècle, le temps de travail a été divisé par 3. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi? Pourquoi les arguments qui viennent d'être évoqués n'ont-ils pas fonctionné? Alors, il y a 2 choses, me semble-t-il, mais cela, il faudrait les approfondir. D'abord, il y a la force du négatif dans le travail, tout ce qui est insupportable, insoutenable dans le travail, qui s'exprime par les syndicats, aussi du fait du chômage, mais aussi peut-être par la logique économique, parce qu'au fond, il faut réduire le coût du travail et ne conserver que ce qui fait la valeur économique du travail. Donc, la réduction par 3 du temps de travail est possible sous l'effet de ces 2 forces. Alors, je ne peux pas ne pas citer Keynes à cette occasion. Keynes a fait un travail, c'est le seul d'ailleurs qu'il ait fait, de prospective,
c'est le seul travail de prospective qu'il ait fait, en 1930, perspective économique pour nos petits-enfants, il écrit « Le problème économique peut être résolu d'ici à 100 ans, donc on est en 1930, d'ici 100 ans, le progrès économique et technique permettrait de multiplier le bien-être par un facteur 4 à 8 et 15 heures de travail hebdomadaire, soit 2 jours par semaine, 800 heures par an, permettrait de couvrir l'ensemble des besoins humains. » Alors, d'abord, qu'est-ce qui est juste dans cette affirmation de Keynes, qui n'était pas qu'un économiste? C'est peut-être d'ailleurs la force de Keynes, c'est que par moments, il faisait des pas de côté. Le PIB réel par tête au Royaume-Uni en 2011, je n'ai pas des chiffres plus récents, pardon, il est déjà en 2011 5 fois plus élevé qu'il ne l'était en 1931. Donc, quand Keynes prévoit une hausse entre 4 et 8, on est à plus de 5, il ne s'est pas trompé. Mais en revanche, c'est vrai, nous n'avons pas atteint une prévision pour ce qui va se réaliser dans 6 ans. Mais quand même, on n'est pas si loin. On n'est pas si loin, d'abord parce que, dans le même temps, le temps que les individus consacrent aux loisirs et au travail domestique dans l'ensemble de leur existence a augmenté de 60%, parce qu'il y a une augmentation de l'espérance de vie et du temps passé à la retraite. Donc Keynes s'est trompé, mais au moins l'ordre de grandeur et la direction étaient justes. Alors ce qui est très curieux, c'est qu'il rejoint une prévision faite avant lui, bien avant lui, 30 ans avant lui, 40 ans avant lui, par Paul Lafargue. Paul Lafargue, le gendre de Marx, écrivait ceci. Pour qu'il parvienne à la conscience de sa force, il faut que le prolétariat foule aux pieds les préjugés de la morale chrétienne, économique, libre penseuse. Il faut qu'il retourne à ses instincts naturels, qu'il proclame les droits de la paresse 1000 et 1000 fois plus sacrés que les physiques droits de l'homme concoctés par les avocats métaphysiques de la révolution bourgeoise, qu'il se contraigne à ne travailler que 3 heures par jour, à feignanter et bombancer le reste de la journée et de la nuit. Alors, vous direz c'était un gauchiste, mais enfin c'était un gauchiste qui avait lu Marx et qui l'avait plutôt compris, mais qui faisait un pas de côté. Et j'ajoute, pour notre chapelle, pour lui, ce sont les prêtres, les économistes, les moralistes qui sont à l'origine de cet amour absurde du travail. La situation actuelle de la gauche, on retrouve quelque chose d'assez proche. Au fond, la gauche, elle est divisée entre ceux qui restent encore dans une sensibilité d'inspiration marxiste, communiste et une fraction des socialistes, qui défend les classes laborieuses et le productivisme, parce qu'au fond, le travail constitue un commun, constitue le socle, contre d'autres représentants d'une gauche qui, au contraire, s'appuie sur des revendications diverses, écologiques, féministes, etc., et qui prend acte de la crise du travail. Dernier économiste que je rejoins, c'est Pierre-Noël Giraud, dans un ouvrage très récent qui s'appelle « Du pain et des jeux », une économie politique des usages du temps, Odile Jacob, 2024. Il écrit prudemment qu'il ne serait pas étonné que l'on arrive à 3 jours par semaine dans 20 ans. Donc vous voyez, on se rapproche quand même un peu de Keynes. Mais il ajoute, et là je le rejoins complètement, que cela doit se faire avec un basculement vers l'autoproduction, l'économie circulaire, l'économie sociale, le care. Et dans le care, il y a évidemment d'abord les accompagnants salariés aidés, mais aussi les soins de la terre, la formation, à repenser, on vient de le dire à l'instant, y compris d'ailleurs pour les personnes à la retraite. Moi je crois beaucoup à l'intérêt, à l'importance, à la dimension stratégique, même pour la santé physique et mentale des vieux, d'aller à l'université. Parce que là on pourrait retrouver le véritable idéal de la formation, pour rien, pour le plaisir de se former. Le bénévolat, le demi-bénévolat, un bénévolat soutenu par les pouvoirs publics éventuellement, toutes les valeurs de solidarité. Donc une perspective de réduction avec
en contrepartie. Le développement, au fond, de ce tiers secteur me paraît raisonnable. Si tu me donnes encore une minute, Oui, je vais encore pousser plus loin l'utopie. Je vais vous citer... Tu as dit utopie, hein? Ah oui. Oui. Alors, je vous fais la citation sans donner le nom de l'auteur. Et là, on va... Oui, non, je ne peux rien dire. Si nous perdons la faculté d'être inactifs, si nous perdons la faculté d'être inactifs, nous nous transformons en machines dont la seule obligation est de fonctionner. La vraie vie commence au moment où cesse le souci de la survie. Le but ultime des menées humaines, c'est l'inactivité. Quel auteur a osé écrire ça récemment? Celui-ci. Alors, c'est peut-être pas facile à voir. L'auteur est un nom un peu compliqué, il s'appelle Byung-Chul Han. Byung-Chul Han. Un Coréen. Non, pas du Nord. Non, pas du Nord, bien sûr. C'était le piège. Un Coréen du Sud. Ce pays où d'ailleurs un président coréen disait on peut travailler 120 heures par semaine. Donc ce Coréen, peut-être parce qu'il vient de Corée justement, est tombé amoureux de l'inactivité en allant vivre et travailler en Allemagne. C'est un auteur, c'est un philosophe habile et agile, je n'en dirai pas plus, qui est très connu maintenant en France, qui est traduit en France. Il a écrit d'ailleurs un autre livre que je recommande, La Société de la fatigue. Le premier, c'est Actes Sud, le deuxième, c'est les presses universitaires de France. Alors ce Byung-Chul Han, Vita contemplativa ou l'inactivité, La Société de la fatigue, j'aimerais savoir d'abord comment son œuvre est reçue en Corée. Et qu'est-ce qu'il critique? Il critique le culte de la performance, y compris d'ailleurs dans l'enseignement, ce qui ne veut pas dire que l'enseignement ne doit pas être fondé. Il critique surtout les trois composantes de la vita activa, selon Hannah Arendt, la grande distinction de Hannah Arendt, le travail, l'œuvre, l'action. Il critique d'une manière formidable Hannah Arendt, et il m'a fait découvrir d'ailleurs l'éloge du Shabbat. Le Shabbat, c'est quand même une sorte de journée consacrée à l'inactivité totale, à l'inactivité économique. Non seulement on ne fait rien, mais en plus on ne doit pas participer à la vie économique et technique. Donc il m'a fait découvrir ça, et il m'a fait découvrir, et je conclurai sur ce point, il m'a fait découvrir qu'en réalité, il était très proche d'un grand Orléanais, Georges Bataille, parce que Georges Bataille a été le premier penseur, le premier économiste, c'est aussi un économiste, Georges Bataille, qui a fait l'éloge de la dépense improductive. Et donc, comme Bataille a fini sa carrière à Orléans, je voulais lui rendre, en conclusion, un dernier hommage.